Bon. Alors, bonsoir. J'ai oublié de te demander, est-ce que je peux dire ton prénom à la caméra? Non. Oui, okay, parce que je vais être sûre, parce que s'il y a des gens qui veulent être complètement anonymes. Alors, bonsoir également aux personnes qui sont sur YouTube. Ce soir, nous sommes samedi le 19 mai 2012 et j'ai avec moi Stéphanie, Christian et Igino. Nous sommes 196 sur ma chaîne YouTube, donc vous êtes 196, 197, 198, 199 et 200. Nous avons ce soir le chiffre officiel de 200, non pas 200 abonnés, mais 200 réunis. Et comme c'est peut-être mon dernier samedi soir à l'instant présent avant une certaine pause, parce que je clôture mon cycle de 3 mois, c'est une belle nouvelle qu'on atteigne ce beau chiffre rond-là de 200 ce soir. Là, vous ne voyez pas la caméra, le tableau qui est là, parce que l'angle est plus ici, mais sur mon tableau blanc, ce soir, c'est marqué que la conférence a pour thème le pardon, la guérison et la libération. Et à la toute fin, il va y avoir une période de questions-réponses, comme toujours. Je vais commencer ce soir en vous racontant une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans environ, quelques jours après la fête des mères. Donc, c'est vraiment comme à cette période-ci de l'année, mais 2 ans plus tôt. C'est une période de ma vie qui a été très, très courte, mais très, très intense, parce que j'ai été très, très, très malade. J'ai pensé que je pourrais mourir à ce moment-là. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai récupéré et comment l'énergie du pardon et de la guérison et de la libération de la souffrance et d'autres choses était tout impliquée. Donc, je vais commencer avec cet exemple-là de ma vie que je veux vous partager. Et après ça, je vais vous parler de façon plus libre de ces notions-là, en lien aussi avec l'enseignement du cours en miracle et des livres de Gary Renard et de toutes ces notions-là d'un très haut niveau d'enseignement christique, comment on peut voir ça dans notre vie de différentes façons. OK, alors pour vous donner le contexte de ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, c'était spécial aussi pour moi parce qu'en général, j'ai une assez bonne santé. D'ailleurs aussi, je mentionne en commençant, j'ai la voix rauque un peu ce soir, j'ai pas la même voix que d'habitude. Je l'ai dit un petit peu dans la petite vidéo que j'ai fait avant où j'ai présenté la petite galerie d'art de l'instant présent et le petit livre que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça a été une petite vidéo de 10 minutes. Je pense qu'elle va avoir pour titre l'instant présent ou le centre l'instant présent. Et c'est ça, je disais que je tousse cette semaine. Demain, entre autres, ma fille participe à la dictée PGL, la grande finale internationale. Je suis allée la reconduire aujourd'hui. Il y avait des activités avec il était 101 finalistes. Il allait à la biosphère. Après ça, il faisait du tam-tam avec Samajam. En tout cas, 101 jeunes réunis. Et demain, c'est la dictée. Et c'est ça, il va y avoir 3 gagnants parmi les meilleurs du Québec, du Canada, de l'Afrique, qui vont se gagner 2000, 1000 $, puis 500 $, je pense, les prix, quelque chose comme ça. Et là, je me disais, je sais qu'on va être là demain avec, ma fille va être sur le stage avec les finalistes, et moi, ma mère, ma soeur, ma tante, on va être dans l'auditorium. Et il y a 500 personnes qui assistent à la finale de la dictée PGL. Et là, je me suis dit, j'espère que je vais être capable de ne pas trop tousser parce que j'ai beaucoup toussé cette semaine. Et je ne sais pas si je vais tousser pendant la conférence ou non. Alors, je m'excuse d'avance de ce que ça donnera comme condition de voix et de tout pendant la rencontre ce soir. À vrai dire, je suis en train d'intégrer beaucoup... Bon, justement, là, j'ai une toux qui a envie de monter. Je suis en train d'intégrer beaucoup de choses de mes nouvelles découvertes reliées à ma relecture du cours en miracle et des livres de Gary Renard, Votre réalité mortelle et le livre Et l'univers disparaîtra. Ça brasse beaucoup de choses à l'intérieur de moi et naturellement, il y a des effets qui se font sentir dans le corps. Bon, OK, tout ça pour un long préambule, finalement, avant de revenir à ce que je voulais vous dire, mon expérience de maladie et de guérison d'il y a 2 ans.
Je me suis retrouvée en l'espace de quelques heures, presque paralysée complètement. Ma tête pouvait bouger, mais dans mon corps, c'était comme si j'avais du ciment qui coulait dans mon sang. Chaque mouvement pour plier mon corps était très douloureux, souffrant, partout dans mon système. Donc, c'était les bras, c'était les jambes. Me déplacer pour essayer d'aller à la toilette, essayer de m'accroupir pour m'asseoir sur la toilette, c'était une douleur épouvantable. Manger, j'étais plus capable de bouger pour m'alimenter. Donc, j'ai eu 2 journées dans le plus fort de la crise où j'ai été complètement immobilisée. J'ai demandé à Pierre, le père de ma fille, de mettre un matelas sur le tapis dans le salon. Et je me suis étendue. Et j'étais là, puis je bougeais plus. Tout ce que je faisais, ça me faisait tellement mal. Et j'ai arrêté de manger aussi parce que je sais que quand on est malade, le corps est en crise et si on est capable de ne pas manger, ça peut être sain parce que toute l'énergie qu'on a va être mise pour la régénérescence du corps. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'animaux qui jeûnent dans des périodes où ils sont malades. C'est parce qu'ils savent avec leur instinct naturel. Là, on entend un bruit qui part. J'imagine que ça passe à la caméra. C'est le système de climatisation ici dans la salle qui fait un bruit de fond. Donc, les animaux ne mangent pas, ce qui veut dire que quand nous, on a des crises de santé plus petites ou plus grandes, si on est capable de se passer de nourriture, puis juste prendre, par exemple, du liquide, ça donne plus d'énergie au corps pour se régénérer. Alors, puis de toute manière, j'étais tellement inquiète, je savais tellement pas qu'est-ce qui se passait avec moi que j'avais plus faim ou à peu près pas. Les seules choses que j'ai mangées dans ces 2 journées-là, j'avais demandé à Pierre d'aller m'acheter des petites poires puis des petites pêches en conserve et de m'en mettre dans un petit bol puis de les couper. Et il me donnait un petit morceau de pêche ou un petit morceau de poire à la fois que je savourais dans ma bouche, que je laissais fondre et que c'était comme un vrai délice parce que j'étais tellement ralentie, il n'y avait plus rien qui marchait. Je les appelais mes poires du paradis. Je les trouvais bonnes. J'ai pas encore tout compris qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là, mais au moins je suis toute revenue à la normale après quelques jours. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris, mais peut-être qu'éventuellement je comprendrai davantage, mais vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Un autre détail aussi que je voudrais rajouter, dans le temps de ma crise, quand vraiment j'étais presque paralysée, j'avais la possibilité d'aller à l'hôpital, ce que choisissent la plupart des gens quand ils sont malades, quand ils ont une crise de santé. Mais moi, avec tout le bagage que j'ai, je savais que les outils habituels du système médical, c'était pas qu'est-ce qui m'aurait aidé vraiment, parce que j'étais consciente qu'il y avait une cause profonde qui avait déclenché cette crise-là dans mon corps. Alors, je me suis dit, si j'appelle l'ambulance, qu'ils me mettent sur une civière, qu'ils m'amènent à l'hôpital, et que là, ils commencent à faire des tests, qu'ils me donnent des injections, tout ça, ils vont chercher avec la médecine qu'est-ce qui se passe, puis je vais devenir une espèce de cobaye parce qu'ils vont chercher, mais possiblement qu'ils ne trouveront pas les causes profondes, parce que les causes profondes, habituellement, sont dans nos dimensions subtiles, dans notre énergie plus émotionnelle, plus mentale, plus créative, plus spirituelle. Comme vous le savez, de par l'ensemble de mes enseignements multidimensionnels, ma conférence que j'ai donnée sur les 7 dimensions de vie ou d'autres de mes conférences, les maladies, les malaises, les inconforts, tout ce qu'on vit se processe à partir du subtil en allant vers le dense. Et moi, je sais ça depuis des années. Alors, je ne peux pas percevoir la maladie chez les gens ou la maladie dans mon corps juste comme si j'attrapais quelque chose de l'extérieur. Comme la plupart des gens voient ça quand on considère les événements juste comme des jeux de corps, des jeux de forme, puis qu'on ne tient pas compte de nos énergies internes. Donc, j'essayais de repousser le plus possible le fait d'aller à l'hôpital, puis de trouver un chemin de guérison plus intérieur pour me sortir de cette crise-là, puis de régler le problème plus en profondeur. Alors, ce que j'ai fait,
pour me rassurer, parce que j'étais quand même très inquiète, puis je ne savais pas jusqu'où ça dégringolerait, puis dans quel état je me retrouverais, et si le cœur se mettrait à palpiter, puis si je ferais une crise de cœur, ou je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passait. Alors, j'ai demandé à Pierre de faire mon sac d'hôpital. J'ai dit, va chercher mon sac de voyage, mets mon pyjama, ma brosse à cheveux, ma brosse à dents, mes pantoufles, un t-shirt. Je lui ai dicté quoi faire. Il a tout préparé mon sac, ma carte d'assurance maladie, il avait tout préparé. Puis j'ai dit, si je rentre en crise profonde, puis que là, je suis vraiment en urgence, puis que je me sens mourante, t'appelles l'ambulance, puis tu me rentres d'urgence à l'hôpital. Fait que j'étais toute prête, j'étais prête à rentrer, ça me sécurisait, je me disais, OK, si je suis plus capable, je vais me remettre dans les mains des médecins et des infirmiers, hein, ou médecins infirmières. Mais finalement, ça n'a pas été nécessaire, je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Disons que peut-être ça aurait rassuré ma mère après coup, que j'aille vérifier, que j'aille faire des tests, mais c'est pas ma mentalité directement, puis je savais qu'il aurait pu tester juste le physique, il ne pouvait pas tester l'émotionnel, puis le mental, puis le spirituel, donc j'ai choisi de ne pas y aller. Et finalement, il ne semble pas que j'ai eu des séquelles, aucun niveau de ça, fait que ça a l'air que tout est correct. Mais on ne sait jamais, hein, parce que des causes profondes, des fois on est en rémission, des fois ça revient, bon. Qu'est-ce qui, selon moi, a déclenché ça et comment j'ai commencé à régénérer ou à récupérer ma circulation sanguine normale dans mon corps? Donc, 2 étapes. Je vais commencer par l'avant, qu'est-ce qui l'a déclenché et comment j'ai commencé à le régler. Dans les semaines qui ont précédé la crise qui s'est déclenchée une journée dans mon corps, je voyais qu'émotivement, je vivais une forme de crise intérieure, mais comme c'était juste émotionnel, il n'y avait rien qui paraissait à l'extérieur. Mais j'étais mal dans certaines situations que je vivais et c'était en train de s'accentuer, bien que ça ne paraissait pas beaucoup. Il y avait eu une série d'événements qui augmentaient toujours l'intensité à l'intérieur de moi, mais on n'est pas comme un mur avec un petit dispositif rotatif hein, pour monter la lumière ou la chaleur. C'est pas évident de savoir exactement l'intensité émotive qui monte, puis le stress, puis la tension, mais après coup, en évaluant, je suis bien consciente qu'il y a eu un degré de stress comme ça qui a monté. Alors, vous pouvez sûrement imaginer des événements dans votre vie où vous aussi, avec des crises dans le milieu de travail ou dans le milieu familial ou avec des enfants ou un conjoint ou des séparations, comment des fois l'intensité monte et comment ça peut déclencher des choses. Moi, ce qui était mes déclencheurs, entre autres, c'était 3-4 facteurs combinés ensemble. Le tout premier, c'était que c'était l'année où on a appris que mon beau-père, le nouveau mari, ben c'est pas le nouveau parce que ça fait des années, mais je dis le nouveau mari de ma mère parce que mon père est décédé quand j'étais jeune et plusieurs années plus tard, elle s'est remariée. Alors mon beau-père est rentré dans la maladie d'Alzheimer, puis là, on apprenait que c'était vraiment sérieux. Puis il y avait des pertes de mémoire là, très, très importantes, donc il ne pouvait plus conduire son véhicule, il a dû tout laisser sa compagnie au niveau de l'immobilier, il dégringolait là, de plus en plus vite. Alors, j'ai vu mon beau-père se dégénérer, perdre ses facultés en l'espace, mettons, je dirais, d'1 année. Et c'était très difficile d'assister à ça et de voir ce que ma mère vivait avec ça. Puis j'imagine que vous aussi, vous en avez entendu parler, ça grandit cette problématique-là dans notre société. On connaît presque tous quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer et des gens de nos amis, dans nos proches qui accompagnent quelqu'un. Alors c'est une situation assez complexe dans les familles. Et moi, comme je travaille en autoguérison, que j'enseigne ça, que je parle de l'immortalisation, de la régénération, les problématiques de vieillissement, de sénilité, d'Alzheimer, de dégénérescence du corps, j'ai pas beaucoup de facilité à composer avec ça parce que toute ma vie est mobilisée pour essayer d'éviter ça. Donc, il y a des gens qui ont une vie plus conventionnelle et qui se disent que c'est tout à fait normal puis que ça arrive à tout le monde et tout ça. Donc, ces gens-là l'acceptent mieux. Mais moi, dans ma mentalité, c'est moins évident d'accepter ces choses-là.
Mais mon beau-père est un homme conventionnel et qui n'était pas spécialement intéressé par toutes sortes de choses d'auto-guérison. C'est pas un homme qui lisait beaucoup non plus sur la croissance personnelle. C'était pas... mon beau-père a, je pense qu'il a 84 ans maintenant, donc il avait aux alentours de 82 ans quand tout s'est intensifié. Donc il n'était pas jeune non plus. Alors, dans la famille, on a choisi de ne pas faire de pression de cette façon-là. Il n'avait jamais vécu comme ça. C'était pas le temps à 82 ans, alors qu'il perdait la mémoire, de tout le dynamiser dans la croissance personnelle. Bon, alors, dans la famille, on a laissé la situation un peu aller de façon naturelle. Puis j'ai compris ça, puis c'était correct, mais en même temps, c'était difficile pour moi parce que je voyais que je ne pouvais rien amener de mes outils qui ne s'étaient pas vraiment appropriés dans ce contexte-là. Puis à un moment donné aussi, il y avait tout le débat que plus il devenait amnésique, moins il devenait conscient de ce qu'il perdait, alors il souffrait moins. Alors que dans les premières phases, il souffrait plus parce qu'il voyait sa perte d'autonomie, puis il voyait qu'il devenait un poids en étant que conjoint de ma mère. Fait que ça, c'est pas facile aussi, ni pour la personne qui le vit, ni pour l'autre qui l'accompagne. Donc, il y avait ce bon côté-là aussi, du fait qu'il n'était pas en processus d'auto-guérison, si on peut dire. Bien, le processus est enclenché normalement, mais il a perdu beaucoup de sa mémoire, même par moment. Il ne pouvait plus vraiment nous reconnaître, nous les enfants ou ma mère, il ne savait plus exactement qui elle était, pas tout le temps, ça dépendait des jours. Mais au moins, il se rappelait plus trop de ce qu'il avait perdu. Puis je me souviens, moi, une journée où je le gardais, j'avais dit Papy, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ce que tu faisais avec mamie avant? Puis il n'était même pas capable de se souvenir des activités qu'il faisait avec elle, de ce qu'ils faisaient ensemble. Fait que il pouvait pas avoir la nostalgie de ça. Il se souvenait pas de ce qu'il y avait comme activité, comme sortie, comme tout ce qu'ils faisaient comme couple ensemble. Donc, dans le fond, ça m'a montré jusqu'à quel point il était atteint. C'était triste, mais en même temps, j'étais contente parce que je me disais, il n'a pas conscience de manquer de quelque chose, il s'en souvient plus. Il est tellement dans le présent. Mais il redevenait comme un enfant et ma mère se trouvait à s'occuper de son conjoint comme d'un enfant, 24 heures sur 24. Alors tout ça, émotivement, c'était difficile et dans cette période-là, ma sœur s'est trouvée à vivre un échange extraordinaire en Europe. Elle est partie en Europe pour 1 an. Et c'était déchirant pour elle et pour ma mère et pour moi et tout ça parce que c'était un drôle de timing compte tenu de la situation de la maladie d'Alzheimer de mon beau-père. Mais c'était comme une opportunité qu'elle ne pouvait pas manquer. C'était un échange extraordinaire de professeurs, ils changeaient de vie, de maison, de voiture. Et pendant 1 an, elle s'est retrouvée en Suisse à pouvoir voyager un peu partout sur le territoire européen. C'était comme une année de rêve. Elle nous a envoyé des photos. On a vécu son voyage avec elle. Ça nous a fait du bien. On n'avait pas besoin de dépenser, mais on bénéficiait de tout ce qu'elle nous envoyait. Mais ma sœur n'était pas là. Et moi qui avais de la misère à composer avec tout ça, et qui avait de la misère avec mon beau-père, qui avait de la misère de voir ma mère dans ce contexte-là. Je faisais un petit peu de pression sur ma mère pour qu'elle le place, mais elle disait « je suis pas prête, c'est pas le bon timing, pas maintenant, il est pas prêt lui non plus à être placé ». Donc j'essayais de me retirer puis de pas faire de pression, mais je trouvais ça dur de voir ce qu'elle avait à vivre, puis je me posais des questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, et je m'étais comme retirée de la situation, j'avais beaucoup de misère avec tout ça. Et je voyais de moins en moins ma mère, et je suis très proche de ma mère parce que, entre autres, j'ai perdu mon père quand j'étais plus jeune. Mon beau-père, je suis plus loin de lui, on n'avait pas vraiment de discussion profonde ensemble, mais en voyant pas mon beau-père, je voyais pas ma mère non plus. Alors ça, c'est un problème où tout ça s'envenimait dans mes émotions depuis plusieurs mois. Ma sœur qui n'était pas là, donc aussi, c'était à distance. En parallèle avec ça, je vis toutes sortes de choses dans mon cheminement spirituel qui fait que je suis souvent avant-gardiste, je suis souvent marginale, j'ai souvent des compréhensions différentes des gens. Et là, j'étais dans une crise à un autre niveau, au niveau familial ou social, où je me sentais incapable de respecter les événements de fêtes traditionnelles, les fêtes personnelles, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de ci, de ça. Des fois, je trouve que c'est comme tyrannique un peu l'exigence des fêtes, puis qu'on n'a pas toujours le cœur à la fête, on n'est pas toujours disposé, puis on le fait parce que c'est des dates. Alors là, j'étais dans une période où j'avais avisé mes proches que
je suivais plus les horaires, puis je les verrais quand le cœur serait là, mais je respecterais plus les conventions officielles. Mais ça aussi, c'est un stress parce que souvent, on ne se voit pas nécessairement beaucoup en dehors de ces rencontres-là. On se voit plus quand il y a des événements officiels. Puis là, moi, j'étais un peu en lutte, en bataille avec ça. Donc, je ne participais pas aux événements officiels, donc je ne les voyais pas. Puis je ne les voyais pas plus en dehors. Donc là, on se parlait au téléphone, mais on ne se voyait pas. J'essaie de vous résumer tout ça, mais bon, il y avait plus de détails, mais je vous donne le portrait en gros. Donc, au niveau familial, c'était une drôle de situation. Puis, je sentais un peu leur souhait que je participe plus, puis moi, mon souhait de me respecter, puis de prendre une distance. Et là, dans cette période-là, est arrivée la fête des mères. Comme je disais au tout début, tout ça est arrivé quelques jours après la fête des mères. Alors, ma sœur m'envoie un courriel d'Europe en me disant, me suppliant de faire une exception un peu avec ma règle de ne pas participer aux événements officiels. Et ma sœur qui me disait, ben moi, je ne peux pas être là, je ne peux pas être auprès de maman. Je t'en prie, Julie, va à la fête des mères, va auprès de notre mère, occupe-toi d'elle. Puis moi, je lui réponds que non, je n'étais pas capable de faire ça, que je respecterais pas une règle rigide comme ça, que je la verrais quand je voudrais bien la voir. Et elle, qui avait mal dans son cœur que je lui réponde comme ça, était à la fois fâchée et triste parce qu'elle ne pouvait pas être là, elle ne pouvait pas là, prendre l'avion pour ça, pour la fête des mères. Et bon. Donc j'étais aussi comme en conflit, en division avec ma sœur qui ne comprenait pas ma position. Je pourrais résumer des éléments, mais en gros, c'était ça qui passait à l'intérieur de moi. Puis tous les jours, je me demandais si ma position était juste et si je devrais réévaluer ce que j'avais décidé. Mais j'essayais de suivre ma conscience. Puis en même temps, je sentais un peu la pression subtile de ma sœur, de ma mère, de ma tante, non pas de mon beau-père parce que lui perdait sa mémoire, mais qu'il y avait des périodes où j'avais été plus présente pour le garder. Il disait que j'étais un peu son ange gardien, puis tout ça, mais là, j'étais plus là du tout. J'étais vraiment pas son ange gardien, puis ma mère avait encore plus de poids à s'en occuper. Fait que je me sentais coupable de tout ça. Puis en même temps, j'accusais un peu subtilement ma sœur de ne pas être là puis de nous laisser avec tout ça, mais je comprenais que c'était une opportunité exceptionnelle ce qu'elle avait de vivre. Puis j'accusais subtilement ma mère de ne pas le placer, mais je comprenais qu'aussi, elle voulait le garder à la maison dans l'ambiance familiale puis qu'il ne soit pas dans un centre. J'étais tiraillée avec plein de choses, puis moi, je suis une hypersensible, une hyper émotive. Donc, ça m'en prend pas gros des fois pour que ça fasse une montagne, puis je suis habituée de faire de l'autothérapie régulièrement, mais ça, j'y arrivais pas. C'était une situation qui traînait puis que j'arrivais pas à régler. Donc, tout ça, ça a fait que finalement, ce qui se passait, j'étais dans un dilemme intérieur où on pourrait dire que mon corps, ma paralysie a somatisé, a donné le signe corporel de ma paralysie interne. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte? Qui a raison? Qui a tort? J'étais toujours divisée dans mon énergie interne. Et c'est comme si mon corps a bloqué. J'étais plus capable de rien faire, de rien décider. Après ça, c'était toute l'énergie de la chaleur humaine, la tendresse qui vient de la famille, être proche de ses parents, être proche de sa sœur, être proche de ma tante qui est un peu comme mon deuxième père, mon beau-père aussi, dont je ne suis pas très proche, mais qui a toujours été dans ma vie quand même. Alors, toute cette chaleur familiale-là, mais là, j'étais un peu en coupure avec tout ce que je vivais, les malaises, le jugement, j'étais en coupure avec tout ça. Fait que l'espèce de tendresse ou d'amour familial qui est là et qui coule en nous, il ne coulait plus dans mon champ énergétique parce que j'étais en blocage énergétique avec tout ça. Donc, le ciment que j'ai commencé à sentir dans mon corps, c'était aussi, selon moi, une forme de matérialisation de cette rigidité-là que j'étais en train de vivre. De cette froideur-là, de cette... c'est ça, l'espèce de ciment dans mes émotions, dans mes pensées, est en train de se cristalliser dans mon corps. Puis comme, en général, je suis très créative, je suis très dynamique, c'est le processus inverse. Plus on est créatif, plus on est actif, mais quand on tombe, puis quand on s'écroule ou quand on se désajuste, notre puissance intérieure est mise au service de notre dégénérescence. Alors, comme
moi, j'ai l'impression que pour moi, je somatisais plus rapidement que d'autres personnes parce que toute mon énergie se déploie dans la lumière, où là, elle se déployait vraiment dans la stagnation, puis une forme de négativité, puis de jugement de moi ou des autres. Alors, c'était en train de se matérialiser dans mon corps. Mais là, je vous en parle comme ça parce que j'ai finalement compris tout ça. Mais au moment où c'est arrivé, je ne comprenais pas. J'étais dans le flou de mes émotions, de mes pensées, de mes tiraillements, mais je ne comprenais pas tout ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand la crise a éclaté, puis que j'étais comme plus capable de bouger, puis que je me disais que ça ne réglerait pas grand-chose, que les médecins m'injectent des liquides, puis des médicaments, puis des antibiotiques, je savais que ça se passait à un autre niveau. Au moment où j'ai été immobilisée, ben là, je me suis mis en méditation, je me suis mis en prière et j'ai demandé au divin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je suis en train de somatiser? Alors là, à l'intérieur de moi, je parlais au Christ, je parlais à l'Esprit Saint, je parlais à la source divine, je parlais à Jésus, Yeshua, au Maître Ascensionné. Je me reliais comme je pouvais à des sources subtiles pour me mettre en communication et leur demander qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je pouvais faire, pourquoi je vivais ça. Au début, c'était tranquille, il ne se passait pas grand-chose, je ne comprenais pas grand-chose. J'essayais aussi de calmer mon mental, puis de faire le vide, juste être calme, enlever la peur, enlever le stress, me tranquilliser, me détendre. Mais même quand je me détendais, j'avais encore le ciment dans mon corps, j'avais encore mal tout partout. Même la douleur dans ma colonne vertébrale, le fait d'essayer de m'asseoir ou de me revirer. Quand on est en santé, là, on ne remarque pas ça, mais prendre appui sur un bras, s'appuyer sur un bras pour se revirer de bord sur le côté quand on est couché, ou se relever un peu pour essayer de se mettre sur le ventre. Ça pouvait me prendre 1 heure pour essayer de me mettre sur le côté. Tout était tellement douloureux et lent et tendu. Mais à un moment donné, j'avais comme besoin d'essayer de changer de position. Alors, ça, j'ai vécu des expériences dans ces 2 jours-là. C'est comme je suis rentrée en communion avec beaucoup de gens qui étaient malades. Des gens qui sont dans les hôpitaux, des gens qui sont chez eux, qui souffrent, des gens qui ont des douleurs, des gens qui ont des incapacités, des gens qui ont des paralysies, des gens qui sont en chaise roulante. C'est comme si mon univers d'expérience a communié avec ces gens-là beaucoup dans ces 2 jours-là, qui étaient très intenses. Puis mon cœur s'est ouvert plus que jamais à ces gens-là, dans le sens que je comprenais plus qu'avant dans mon corps qu'est-ce que c'est la perte d'autonomie. Et c'est des choses qui m'ont dynamisé aussi pour des textes que j'ai écrits par la suite sur la guérison, sur mes conférences que j'ai fait par la suite, dans mon élan de vouloir aider davantage les gens. Parce que en ayant senti plus dans mon corps le fait de perdre accès à ma santé, je réalisais plus que les outils que j'avais pour aider des gens étaient précieux pour qu'eux aussi puissent peut-être récupérer des bouts de leur santé. Donc, ça aussi, il s'est passé des choses au niveau de mes prises de conscience parce que j'ai vécu 2 jours qui m'a fait vivre en accéléré ce que d'autres personnes vivent dans des étapes de perte d'autonomie. Donc, c'est ça, je priais, je méditais, je communiais avec les autres personnes qui étaient malades. J'ai fait de la visualisation créatrice, j'ai visualisé la lumière blanche, la lumière dorée, la lumière violette, la lumière verte pour moi, pour les gens de mon immeuble, pour la ville, pour le Québec, pour la planète. J'ai fait beaucoup de visualisation. Mais ça, c'était comme le travail préparatoire. Ça montait mes vibrations, ça me mettait en énergie, je rentrais plus à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, là, l'information commençait à descendre. Puis là, j'ai commencé à faire les liens avec ma vie, puis qu'est-ce qui se passait vraiment. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que là, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de me concentrer plus sur ce que j'étais en train de comprendre. Et j'avais besoin de me faire une espèce d'autothérapie en accéléré. Alors, j'ai demandé à Pierre de venir, c'était des journées, c'était pendant la semaine. Alors heureusement, ma fille était à l'école. Habituellement, je fais des voyages, on se partage des voyages pour aller la reconduire, aller la rechercher, tout ça, elle vient dîner à la maison. Mais là, c'était lui qui faisait tous les voyages, je ne pouvais pas bouger. Et donc, elle était à l'école toute la journée, puis j'ai demandé à Pierre de venir s'asseoir sur le divan dans le salon.
Puis j'ai dit, s'il te plaît, fais juste rester là, écoute-moi, tu vas être mon support pour ma concentration, puis je vais me parler, mais je vais te parler, puis je vais te dire qu'est-ce qui me vient. Et là, j'ai parlé pendant 8 heures d'affilée. 8 heures en ligne. Je me souviens pas là, si c'est la nuit ou l'autre journée, ou j'étais un peu mêlée dans, je pense que c'est le lendemain, la deuxième journée. Vous savez que je peux parler pas mal hein, quand je fais mes conférences, puis tout ça, que quand je commence à parler, bon. Alors, j'ai une facilité avec la communication, mais là, c'était de la survie, c'était comme une urgence. Il fallait que je parle, il fallait que je comprenne. Alors, tout ce qui me venait par la tête, ça me fait penser un petit peu, Christian, tu me parlais d'une journée des communications par courriel. Christian est une personne qui participe sur mon site Le Royaume du Cœur, everyoneWeb.fr/, Le Royaume du Cœur. Et c'est des gens qui peuvent se jumeler 2 par 2 et tous les jours communiquer ensemble par courriel ou par téléphone ou par Skype. Et comme dans le jumelage de Christian et son partenaire, ils sont sur 2 continents différents, ils ont choisi de fonctionner par courriel et il me racontait comment il se laisse aller pour écrire, pour lui aussi se mettre en contact avec ce qu'il vit et tout ça. Donc, je ne dévoilerai pas des choses de sa vie privée, mais du fait que c'est une autre personne qui a réalisé que l'écriture, la communication, c'est précieux, puis on fait des découvertes, des prises de conscience, l'autre nous donne des feedbacks. Alors, j'étais un peu comme dans ton flot d'écriture que tu me disais que tu faisais le matin, et je rentrais dans mon flot de paroles, et là, tous les flashs qui me venaient, puis là, je disais ce que j'étais en train de vivre, ce qui se passait dans ces mois-là. Donc, finalement, c'est comme si j'avais été en thérapie avec un thérapeute qui m'aurait écouté, puis on se vide le cœur, puis on parle. Puis là, au début, j'étais dans mes accusations, puis là, après ça, je me mettais à pleurer, puis là, je pleurais de ce que je ressentais de ma mère, puis de mon beau-père, puis de ma sœur, puis... alors, c'était de la colère, c'était des larmes, c'était du stress, c'était... donc, je parlais, puis je racontais toutes ces choses-là pour en parler de toutes sortes de façons. Et au bout du compte, après avoir parlé de tout ça, avoir fait des liens avec d'autres événements, je pourrais vous dire un événement aussi que j'ai retracé avec tout ça dont je n'ai pas parlé tantôt, parce que je vous fais une synthèse, mais c'était beaucoup plus dense avec tout ce que j'ai vécu, puis tout ce que j'ai pensé, puis compris. Un autre événement que j'ai retracé dans ça, c'est toute la période du décès de mon père. Parce que naturellement, la maladie, la perspective de la mort autrefois de mon père, hein, c'est des événements, on fait des flashbacks, on fait des liens à l'intérieur de nous. Et à travers ce que je vivais dans cette période-là, sans en avoir trop conscience, j'y pensais parfois, mais c'était encore trop inconscient. C'est quand j'ai parlé pendant 8 heures que j'ai tout ramené ça à ma conscience. J'ai réalisé que j'avais ici et là des flashbacks de ce que j'avais vécu quand mon père est décédé. Et, entre autres, que ma mère a été en dépression pendant 2 ans parce qu'il s'aimait beaucoup, puis c'était très difficile de perdre son mari subitement dans un accident d'auto. Et tout ce que j'ai vécu avec ma mère, puis comment on est devenus des grandes amies, mais comment j'ai pris soin de ma mère comme un petit peu un support émotionnel. J'étais quand même juste une enfant, une adolescente, j'avais 13 ans, mais j'essayais d'être là pour elle parce qu'elle m'arrachait, puis c'était dur. Moi, j'en arrachais un peu, mais c'était pas si pire. J'étais adolescente, j'étais correcte si j'avais pas trop d'autorité autour de moi. Ça a été pas si pire que mon père parte à cette période-là à cause de ça. Mais je m'étais sentie supporter beaucoup ma mère dans cette période-là, puis d'avoir été un peu la mère de ma mère. Pas tout le temps, c'était quand même ma mère, mais par moments. Puis je me souviens des périodes où, quelques années après, je sortais pour aller avec mes amis, aller veiller, tout ça. Puis je me sentais parfois un petit peu coupable parce que je me demandais, elle, comment elle se sentait. Puis elle était seule à la maison, elle n'avait pas mon père, elle n'avait pas encore de nouvelles amoureux à ce moment-là. On était tellement proches, fait que ses joies, c'était mes joies, ses peines, c'était mes peines. Bon. Et c'est comme si j'avais accumulé une forme de poids un petit peu dans ma structure énergétique de ça. Et quand le poids est revenu sous une autre forme avec l'Alzheimer de mon beau-père, là, c'était pas à cause d'un départ, mais c'était à cause d'une maladie. Et c'est comme si j'ai eu peur de devoir encore une fois m'occuper de ma mère et de mon beau-père. Puis je suis comme rentrée en réactivation puis en surcharge de par ce que j'avais déjà connu plus jeune. Puis là, je réagissais intérieurement comme en me disant « Non, c'est pas vrai, je ne vais pas m'en occuper pendant 2-3 ans, puis je ne vais pas prendre ça sur mon dos. Puis oui, je les aime, mais non, je ne vais pas vivre ça. »
Mais comme je vous dis, c'était pas tout conscient comme ça, mais j'avais ce tiraillement-là, puis cette bataille-là à l'intérieur de moi. Alors ça jouait dans mes réactions, dans mon jugement, dans ma distance, dans mes peurs, dans tout ce que je vivais. Et quand j'ai commencé à tout démêler ça, ben, il a fallu que je lâche prise sur tout ça. Puis il a fallu que j'accepte d'arrêter d'être dans mon passé, d'arrêter de projeter ce que la situation pourrait donner pour le futur, juste d'être dans le présent, puis de voir qu'est-ce que je pouvais faire dans le présent, puis que mes règles que j'avais sur les activités familiales puis sociales, si ça me faisait mal au cœur, parce que finalement, le courant d'amour passait plus de la même façon, ben je pouvais les laisser tomber, mes règles, puis y aller, pas parce que vraiment c'est une fête, mais parce que j'ai de l'amour pour ma mère, puis ma tante, puis mon beau-père, puis ma soeur, puis j'ai tout trouvé une autre façon d'évaluer ça, et finalement, c'est pas devenu une mentalité quand même conventionnelle, parce que je rentre pas dans les cadres conventionnels, mais j'ai trouvé une façon de faire la paix avec ces choses-là, pour me réconcilier avec ces situations-là. Et en me réconciliant, le calme revenait, la douceur revenait, l'amour revenait, et c'était incroyable. Le sang se remettait, bien, il coulait, il n'était pas arrêté, mais l'énergie se remettait. Je sentais comme le picotement à l'intérieur de mes bras, à l'intérieur de mes jambes, la chaleur qui rentrait au fur et à mesure que je lâchais prise, que je revenais dans le présent, que je décrochais des peurs, Donc, graduellement, comme ça, ma souplesse est revenue. Mais il fallait que je fasse attention parce que mes anciens patterns avaient envie de revenir, puis je n'étais pas sûre que j'étais dans la justesse, puis j'avais peur de me tromper, puis donc, des fois, j'avais encore des questionnements, des tiraillements. Donc, je dirais que ça a dû prendre une semaine pour que tout revienne vraiment comme il faut, là, pour que je sois à l'aise dans mon corps. Puis j'en ai eu pour 3 semaines que j'avais encore un peu de douleur, là, que je n'étais pas souple comme avant, je me pliais pas comme d'habitude, que j'avais un petit peu moins d'endurance aussi quand je prenais mes marches, parce que moi, j'ai pas de voiture, je marche beaucoup, je prends les transports en commun, donc les marches me fatiguaient un petit peu plus. Donc, je dirais là, 3 semaines à 1 mois pour tout récupérer comme il faut, mais c'était 2 journées de paralysie, puis après 2 jours, j'ai commencé à sortir, puis j'ai commencé à reprendre mon autonomie, j'ai été capable de manger par moi-même, bon, tout ça. Alors, c'est ça, vous voyez, c'est un processus de descente et un processus de remontée. Bon, alors, je voulais vous donner cet exemple-là. Maintenant, je vais vous en parler d'une façon un petit peu plus abstraite, un peu plus théorique, en faisant des liens avec d'autres choses pour que ça devienne plus général, plus universel, puis que je ne vous parle pas juste de mon cas, mais que vous compreniez différentes choses. Le cours en miracle que je suis en train de réapprofondir, il parle beaucoup de la notion de pardon, et je commence à comprendre plus profondément pourquoi c'est si important. À travers ce que je viens de vous raconter, une partie de ce qui dégénérait mon corps, c'était les jugements que j'avais sur la vie, sur la maladie, sur mes proches, sur la façon dont les choses fonctionnent. Le jugement, c'est quelque chose de très rigide à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose qui nous fait souffrir intérieurement parce qu'on est mal quand on juge, puis qu'on le projette sur les situations externes et sur les personnes. Et quand on est dans un jugement, on n'est pas dans de la compréhension, on n'est pas dans de l'amour, on n'est pas dans de la compassion. Et l'énergie divine ne peut pas passer à l'intérieur de nous de la même façon. Alors, le cours en miracle, il parle du pardon de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de thèmes, de chapitres, d'explications. Mais là, je vous l'explique en gros, que l'énergie du pardon, c'est fondamental. Parce que dans le pardon, il y a une énergie de communion avec l'autre, puis il y a une énergie de communion avec le divin pour que l'énergie coule, pour que le flot de l'esprit pur soit présent à l'intérieur de nous. Mais quand on juge, puis quand on critique, puis quand on accuse, et quand on s'accuse, puis quand on se juge, puis quand on se dénigre, tout ce flot-là est court-circuité.
Et toute cette énergie-là ne peut plus nourrir notre corps, nos corps d'énergie, notre structure de la même façon. Et c'est pour ça qu'il y a des raideurs de différentes façons qui apparaissent. C'est pour ça qu'il y a des malaises. C'est pour ça que nos organes, notre cœur, subissent les conséquences de tout ça. On prend souvent des médicaments physiques pour contrer ça, pour assouplir nos régions tendues, pour décristalliser des choses qui se sont cristallisées dans le corps, pour booster, pour accentuer la circulation. Puis ça l'aide, mais on devient dépendant de ces médicaments-là parce que les médicaments, ils ne règlent rien, ils ne vont pas à la cause. Alors que si on trouve là où on a des rigidités, là où on a des jugements, là où on a des accusations, puis qu'on est capable de les identifier, puis doucement de les faire tomber, le médicament naturel, il rentre dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre système nerveux, dans notre sang, dans nos nerfs, nos muscles, partout. Et dans notre structure énergétique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps causal de créativité, dans notre corps psychique, notre amour, tout. Alors, le pardon, c'est un thème central avec lequel je suis en train de prendre conscience qu'on a besoin d'être de plus en plus vigilant, ou je vais en parler pour moi, que j'ai besoin d'être de plus en plus vigilante pour voir quand est-ce que je ne pardonne pas quelque chose à quelqu'un ou à moi-même. Quand est-ce que je me bloque, quand est-ce que je me paralyse dans une accusation d'une personne plus proche ou plus loin, parce que des fois c'est par les médias, c'est par la télé, c'est par la radio, c'est par les journaux qu'on va être dans une accusation d'un politicien, d'un maire ou une mairesse, d'un administrateur quelque part, d'un ministre, d'un groupe social qui revendique quelque chose. Toutes ces énergies-là, quand on n'arrive pas à les adoucir puis à mettre de la compassion, ça rentre dans une violence qui se projette à l'extérieur sur ces êtres-là, mais qui se projette dans notre système et qui crée toutes sortes de débalancements, de montagnes russes, de malaise. En fait, je commence à devenir de plus en plus vigilante là, parce que je mets ça au cœur de ma vie et je réalise que chaque moment d'inconfort, chaque moment de frustration, chaque moment de colère ou de tristesse est associé à un non-pardon et à une accusation. Ça a l'air gros là, que je le dise comme ça, mais si vous faites des expériences dans votre quotidien et que vous vous mettez à observer davantage vos émotions et vos pensées, essayez ça dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, et remarquez quand il y a un malaise qui monte, prenez le thème du pardon, puis le thème de l'accusation, et regardez s'il n'y a pas des pensées qui vont vers quelqu'un autour de vous. Et là où il y a quelque chose qui vient de se figer, se paralyser dans une accusation. Et si on identifie ça, là on est capable d'être beaucoup plus rapide pour essayer. On n'y arrive pas toujours, c'est pas facile, mais au moins on est sur le chemin d'appeler pour trouver des ressources, trouver une inspiration, trouver une nouvelle vision, pour trouver une façon de sortir de ce piège-là qui, à moyen et à long terme, nous fait souffrir et apporte plein de problèmes. Et si on arrive à sortir de l'accusation, on va retrouver un état de calme, un état de paix, on ne sera plus du tout dans la même frustration. Il me vient plein d'idées, j'ai pas trop laquelle prendre. Une des avenues qu'on peut prendre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos où j'ai parlé du courant miracle, pour nous aider à défaire la frustration et l'accusation et le jugement qu'on porte, c'est d'utiliser la notion du miroir, de voir jusqu'à quel point
on est des miroirs les uns pour les autres, même si on n'aime pas ça, cette notion-là, puis souvent on le voit pas, puis on n'est pas d'accord, puis non, c'est pas vrai, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, lui c'est un con, puis elle est stupide, puis lui c'est un esprit de blablabla, du bon, hein, on a-tu du vocabulaire pour insulter les gens qui nous tombent sur les nerfs? Mais tout ça, ça nous fait souffrir. Est-ce qu'on peut être en paix? Est-ce qu'on peut être dans notre amour quand on est en train, dans notre tête, dans notre émotion, de juger des gens comme ça autour de nous? Non. On ne peut pas vivre les deux en même temps. On ne peut pas être à la fois dans l'amour et à la fois dans le jugement. C'est un ou l'autre. Le cours en miracle, il dit parfois, voulez-vous avoir raison ou vous voulez être heureux? Il y a beaucoup de façons de comprendre ça, mais une des façons, c'est que au premier niveau, on a toujours l'impression d'avoir raison d'accuser quelqu'un, puis de justifier notre position, que la personne n'est donc pas intelligente, puis elle n'est donc pas ouverte, puis elle n'est donc pas gentille, puis ci, puis ça. Oui, on pourrait donner toutes sortes d'étiquettes et de caractéristiques. Puis on trouve qu'on a raison de penser comme ça, puis de voir ça, puis de dire ça, de sentir ça. Mais dans cette raison-là qu'on a, on souffre. Puis si l'autre est au courant un peu ou télépathiquement, si elle nous reçoit, elle souffre aussi. Alors que si on accepte de lâcher prise sur notre raison, sur notre mental accusateur, puis qu'on revient à quelque chose qui est plus amoureux, on va être plus heureux à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on va avoir le sentiment d'avoir moins raison. Peut-être qu'on ne pourra pas dire à toutes les autres personnes autour de nous comment telle personne, elle est bête et stupide et tout, mais on va revenir dans une autre façon de se positionner, puis dans un état plus calme, puis plus amoureux, puis on va être plus heureux. Donc, une des phrases, comme je dis, je la redis, voulez-vous avoir raison ou vous voulez être heureux? Donc, des fois, il faut suspendre notre évaluation mentale, puis il y a toutes sortes de façons de la suspendre, mais là, je l'ai dit au premier niveau, pour revenir dans un état de calme, puis être plus heureux, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Yeshua, ou Jésus, autrefois, disait aux gens de pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Imaginez que vous pardonnez à une personne 77 fois 7 fois. C'est beaucoup, ça, 77 fois 7 fois. Que la personne, elle vous dit quelque chose, elle fait quelque chose, elle a une attitude. Pardonne une fois, pardonne 2 fois, 5 fois, 10 fois. Hein? Se rendre à 77 fois 7 fois. Mais c'est parce qu'ils comprenaient beaucoup de choses qu'ils n'étaient pas toutes capables d'expliquer à tout le monde, puis que pas tout le monde pouvait comprendre. C'est parce qu'ils savaient que si on ne pardonne pas, on se détruit nous-mêmes, puis on détruit nos relations, puis on envenime tout. Puis que quand on ne pardonne pas, on insulte, soit télépathiquement ou soit physiquement. Puis dans cette insulte-là, on déclenche une guerre, on déclenche des conflits. Puis quand les conflits sont déclenchés, l'autre va nous réinsulter, puis nous on l'haït, puis l'autre va nous haïr. Puis la guerre est vraiment déclenchée. Puis là, on haït un, puis l'autre nous haït, puis on l'insulte, puis il nous insulte. C'est qui, à un moment donné, va se décider à arrêter tout ça, puis à dire « Je ne me soucie plus de qui a raison, de qui a tort. Moi, je veux vivre en paix. » Jusqu'à quel point on veut la paix? Jusqu'à quel point on est prêt à laisser tomber tous les griefs, toutes les guerres, toutes les causes pour être en paix. À un moment donné, ça devient un choix conscient de choisir la paix. Au-delà de toutes les raisons qu'on peut avoir de se mettre en conflit avec les autres personnes. Le cours en miracle, parfois, dit qu'on est tous des sauveurs du monde. Encore là, il y a plein de façons de comprendre ça, dans le sens que tant qu'on reste en accusation des gens dans notre mental, on est des déclencheurs de conflits, physiquement, énergétiquement, télépathiquement, de toutes sortes de façons, on déclenche les conflits. Quand on rentre dans l'énergie du pardon, dans l'énergie de la compréhension, dans l'énergie de se mettre dans les souliers de l'autre, d'essayer d'identifier par le miroir qu'est-ce qu'on a bien pu faire nous aussi qui ressemble parfois à ça dans notre vie. Quand on rentre dans ça, puis qu'on désamorce toute la tension qui est en train de monter, on se trouve à se sauver lui-même en même temps qu'on sauve l'autre personne. Parce qu'on ne va pas générer un conflit de plus sur la planète. Ça ne veut pas nécessairement dire d'être des grands amis proches là, avec tout le monde, puis de se donner des tapes dans le dos, puis de se voir tous les jours, puis faire plein de choses.
c'est évident qu'il y a des gens avec qui on a plus d'affinité, d'autres avec qui on en a moins, puis des gens qu'on voit moins souvent et tout ça. Mais au-delà des moments où on se voit, puis qu'on fait ou qu'on ne fait pas des choses ensemble, dans notre façon de penser et de se sentir, il y a une façon de cultiver la paix à nous et avec l'autre, où il y a une façon d'envenimer puis d'entretenir l'énergie de conflit, de guerre, de jugement et de mépris de l'autre. Et si on désamorce ça, on enclenche la paix avec l'autre et on devient un sauveur de l'autre et de nous-mêmes. Et si on s'habitue à faire ça de plus en plus dans notre vie, on devient comme des sauveurs du monde parce qu'on développe un mental de paix, un mental de communion, un mental d'unification, et non pas un mental de division, de séparation, de conflit, et de plein de conflits qui vont rentrer à l'intérieur de nous aussi, par conséquent, parce qu'on a cette énergie-là dans notre champ mental. Fait que le cours nous demande, voulez-vous prendre votre place comme sauveur du monde? Jésus a pris sa place à sa façon et il nous a invités à cheminer comme lui, à partager ce qu'on comprend, à s'entraider les uns les autres. On trouve ça fleur bleue ou rose, ou bon, on a toutes sortes de façons de parler de ça. On trouve que c'est un flyé, un fou, un doux, un faible. Il y a toutes sortes de mots qui lui ont été accordés. Mais il avait compris des choses extrêmement profondes pour agir comme il agissait. Quand il parlait de tendre l'autre joue, c'était pas pour être faible, puis d'être fluette, puis de dire j'ai peur de me battre, donc je vais me laisser battre. C'était pas ça. C'était d'être capable de recevoir une charge de violence sans se mettre en réactivation, sans se mettre en accusation, sans se mettre en conflit, se calmer, se maîtriser et ne pas renvoyer de la colère à l'autre personne pour désamorcer dès maintenant le conflit, au lieu de le réenclencher puis que ça fasse une boule de neige de toutes sortes de façons, comme on voit dans des conflits, dans des familles, entre des gens, entre des frères et sœurs, entre des pays, au Moyen-Orient, des vieux conflits qui durent depuis des siècles, depuis des millénaires. On ne sait même plus qui a commencé, on a oublié le début du début, mais on se relance tout le temps. Puis un frappe, l'autre frappe, un frappe, l'autre frappe, on insulte, on réinsulte. Alors, c'est tout un cheminement intérieur, un voyage intérieur que d'être à l'écoute de ce qu'on ressent avec tous les stimulus qui se passent dans le monde. Par moments, on a besoin de temps de silence, on a besoin de temps de solitude, on a besoin de moins lire les journaux, de moins écouter la télé, de moins voir certaines personnes, parce que ça en fait trop. On est trop réactivé, on ressent trop de frustration, on est trop dans une violence interne. Alors, ça prend des pauses, être tout seul, être avec des animaux, être avec des enfants, être avec la nature, être avec de la belle musique, être dans notre bain avec des chandelles, lire un bon livre. On a besoin de se créer des moments de pause, mais quand on va dans le monde, d'être vigilant avec notre état intérieur, puis d'apprendre à désamorcer les bombes qui sont en nous, qu'on met un peu partout. Et comme je disais, l'exercice du miroir, il est très très bon parce que si on le fait profondément, c'est très rare qu'on va pas être capable d'identifier quelque chose chez l'autre qui ressemble à quelque chose chez nous. Je vais parler d'un petit détail, par exemple. Avant que la rencontre commence, ça faisait longtemps qu'on s'était recroisés. Gino, tu me parlais de toutes sortes de choses de ta vie et tu me parlais de certains séjours que tu as vécu à l'hôpital. Un premier niveau de moi aurait pu juger et dire « Ah, un séjour à l'hôpital, je sais qu'il a fait une rechute, telle chose. » Bon, j'ai pas besoin de creuser très très loin pour me souvenir de ces jours que j'ai fait moi aussi à l'hôpital, quand j'avais 25 ans, que j'ai vécu ma crise suicidaire, ma crise de confusion, puis que j'ai passé un mois en psychiatrie. Je peux penser à une autre période où j'ai été blessée dans l'accident avec mon père, puis que je me suis retrouvée à l'hôpital pour qu'il fasse plein de tests. Au premier niveau, mon jugement peut embarquer, mais si je creuse un peu, puis que je choisis de te voir comme un miroir, que je choisis de te voir comme mon frère, au lieu de te voir comme un ennemi, te voir comme quelqu'un de séparé de moi, quelqu'un de différent, de te voir comme une partie de moi, de te voir comme une partie de l'unité avec laquelle je veux qu'on fasse un, puis qu'on soit en paix ensemble.
je vais recevoir ce que tu vas me dire et je vais chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui miroite, qu'est-ce qui est semblable. Et là, je vais trouver, à travers différentes choses que tu me dis, des miroirs de ma vie, des choses que j'ai vécues moi aussi qui ont ressemblé à ça. Et de cette façon-là, je vais être capable de mettre dans une partie de toi, de ton énergie, je vais être capable de faire un et de sentir qu'on se ressemble, qu'on est un, d'une certaine façon. Et ça, ce processus-là, je suis en train d'apprendre à le faire avec plein de gens. Chaque fois que quelqu'un vous raconte quelque chose, puis que le jugement monte, essayez de voir, y a-t-il déjà un moment dans votre vie où vous avez pensé ça, vous avez senti ça, vous avez fait quelque chose comme ça. Et je vous le dis, peut-être que des fois les scénarios paraissent plus gros parce que si c'est quelqu'un qui a des fonctions publiques ou qui s'occupe d'un groupe de personnes, des fois notre jardin est plus petit, on ne peut pas s'identifier exactement à la même grandeur de jardin. Mais dans le mécanisme humain, on se ressemble dans la façon d'évaluer. Donc, plus on fait ça, puis plus on prend le miroir puis qu'on le décortique, c'est formidable parce que c'est un outil d'unification. Puis le miroir, ça le dit, quand on comprend le miroir, c'est qu'une personne que tu regardes, tu vas te voir dans l'autre. C'est pour ça que les mystiques disent « Tu es moi, je suis toi ». Ils ont des niveaux de compréhension profonds de cette dynamique-là. Et quand on comprend ça, c'est aussi qu'on comprend, à travers tout le processus de l'aimantation par la loi d'attraction, que tout ce qui est en nous, dans notre inconscient, travaille à attirer des choses chez les autres pour qu'on soit plus conscient de notre monde intérieur. Et la notion du pardon comme ça, de se pardonner puis de pardonner à l'autre, ça fait en sorte que quand quelqu'un est un miroir, mais qu'on n'est pas capable de le voir puis qu'on l'accuse encore, c'est que dans le fond, la même facette qu'on porte, on la juge à l'intérieur de nous. Puis que les moments où on penserait à nous de cette façon-là, mettons, moi, quand je suis déjà allée à l'hôpital, moi, quand j'ai déjà fait telle chose, moi, quand j'ai fait ci et ça, si je le prends dans le miroir que l'autre me donne, puis que je le juge, c'est que quand je penserais à moi de cette façon-là, je me jugerais moi aussi. Donc, si je me juge, je ne serais pas bien avec moi-même, je vais me sentir coupable. Puis là, quand on se sent coupable, là, on veut faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités pour fuir notre culpabilité. Puis les gens font la même chose. Quand eux autres aussi se sentent coupables, ils font plein de choses pour fuir leur culpabilité. Alors, le cours en miracle, il nous explique de différentes façons qu'une des seules façons de se pardonner vraiment et de sortir de notre culpabilité, c'est d'être capable de pardonner aux autres. Parce que si on ne leur pardonne pas, comment est-ce qu'on va être capable de se pardonner à nous? Mais on peut le faire dans l'autre sens. On peut commencer à se pardonner à nous-mêmes. Puis si on se pardonne, on va être plus capable de pardonner à d'autres. Mais des fois, ça va plus vite si on part à l'inverse des autres à nous. Parce que nous, on a tendance à essayer de voir surtout les bons côtés de nous-mêmes, puis de se cacher nos mauvais côtés, puis de les enfouir, parce qu'ils sont durs à voir, nos mauvais côtés, puis on ne veut pas les voir. Fait qu'on les refuse, on les refoule. Alors qu'une autre personne qui a des attitudes, des propos, tout ça, on le voit, ça nous saute dans la face. Si on a compris cette facette-là de nous, on va être capable de la comprendre chez l'autre. L'exemple classique que je donne, c'est les ex-alcooliques. Un ex-alcoolique qui a compris sa problématique à un bon degré, puis qui s'en est sorti, puis qui va voir un autre alcoolique, habituellement, c'est pas lui le premier qui va aller taper sa tête, qui va le juger, puis le dénigrer, puis vouloir l'amener en enfer. C'est quelqu'un qui va comprendre un peu, puis il va essayer de lui donner des outils pour l'aider, puis les outils qu'il a pris lui-même ou elle-même dans sa vie pour sortir de son alcoolisme. Bien, c'est un peu la même chose. Tout ce qu'on voit chez les autres, si on arrive à y comprendre quelque chose de semblable en nous, on va se souvenir des chemins que nous, on a pris pour se pardonner ou pour se sortir de notre difficulté. Fait que nous, c'est l'autre. Comme je viens de dire, l'autre, c'est nous. Puis on va toujours être des frères et sœurs ou des miroirs pour s'entraider. Il y a toujours moyen de tendre la main, d'avoir une bonne parole, d'avoir une bonne adresse, un outil, ne serait-ce qu'une bonne pensée par rapport à l'autre. Notre façon de se sauver soi-même ou mutuellement, c'est aussi très télépathique. Dans le cours en miracle, il explique des affaires au niveau de la guérison, puis au niveau de la guérison
comme télépathique, puis de ce que Jésus faisait autrefois. On ne comprend pas bien tout ce qui se passait, puis comment il arrivait à guérir les gens, mais il y avait un des éléments de sa compréhension que le cours en miracle explique, qui était au niveau de sa capacité à voir les êtres dans leur perfection. Parce que là, je viens de parler beaucoup de voir notre ombre, de voir notre ego, de voir nos problèmes, puis les reconnaître chez les autres, puis les voir en miroir, puis de défaire les accusations, les jugements, puis on a beaucoup de travail à faire avec ça dans notre vie. Puis chaque journée est un gymnase psychologique. N'importe où vous allez, quand vous marchez, quand vous rouvrez la télé, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous êtes au téléphone, c'est toujours une occasion de pardonner. Le cours en miracle dit: quoi que ce soit que vous faites dans la vie, c'est pas important, c'est vos pardons. Vous êtes ici pour pardonner. Parce que quand on va avoir réussi à pardonner, on va retourner dans notre ciel intérieur, dans notre jardin d'Éden, puis on va se libérer de tout notre cauchemar qu'on vit à différents niveaux. Fait que, on pense qu'on a des fonctions importantes à faire toutes sortes de choses, mais le cours nous ramène toujours à l'essentiel, puis nous dit: votre fonction essentielle dans votre grand rêve, c'est le pardon. Tout ce que vous avez à faire, c'est pardonner. Parce que plus vous allez le vivre, plus vous allez être en paix, plus vous allez être calme, plus vous allez être en union, en communion, plus vous allez sentir l'unité, moins vous allez être dans la dualité, dans la séparativité, dans l'individualité. Ils disent à un moment donné dans les livres de Gary Renard que le mot individualité, ça comprend le mot dualité. Parce que quand on est dans notre individualité,